Vous le savez, le rôle des associations d'usagers est évidemment fondamental pour informer, accueillir, aider aussi bien les usagers que leurs familles, leur entourage, mais aussi pour encourager la recherche, développer la solidarité de proximité, veiller également au respect des droits, et puis faire valoir collectivement les besoins des usagers. Alors, forcément, tous ceux qui œuvrent au sein de ces associations sont aux avant-postes. Et pour nous parler du rétablissement, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir les présidentes des principales associations. Ça va, le mobilier est quasiment entièrement en place. Alors, nous allons pouvoir accueillir pour l'UNAFAM sa présidente, Béatrice Borel. Il n'y a que des présidentes. Pour la FNAPSI, Claude Finkelstein. Pour Argos 2001, Annie Labbé. Pour France Dépression, Nathalie Monoury. Et pour Schizoï, pardonnez-moi, Corinne de Berny. Mais ce matin, j'ai entendu des définitions qui m'ont bien plu et dans lesquelles l'UNAFAM se retrouve. Dans le rétablissement, il y a un des intervenants a parlé de prise de médicaments, de diagnostic. Il a parlé de thérapie. Je dirais ça peut être thérapie, ça peut être thérapie de soutien, ça peut être tout ce qui peut engager les personnes dans la récupération de leurs capacités. Et puis, a été dit inclusion sociale, relation aux autres, son logement a été dit, le travail. Voilà, moi, ce sont des termes dans lesquels l'UNAFAM se reconnaît. Oui, mais alors, si je peux me permettre, oui. quand même, votre spécialité, c'est d'aider les familles, hein, d'aider l'entourage. Le rôle de l'entourage, il est quand même très, très important. Alors, notre spécialité, c'est pas seulement d'aider l'entourage, d'aider les amis, familles. je crois. Hein, non, mais les amis, la famille, etc. C'est aussi de défendre les intérêts des malades et des familles. Et cette semaine, il y a eu des événements qui ont été quand même assez significatifs. Dans un établissement de l'Ain où il y a eu un rapport qui a été fait par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, et où c'est effectivement l'UNAFAM qui a engagé et qui a soutenu une démarche par rapport à, voilà. Donc notre rôle, c'est pas seulement... Bien sûr, ce sont les familles et le jour, ça ne sera que les familles, ce sera peut-être plus facile pour la présidente, à vrai dire. Mais tous les malades ne peuvent pas se représenter. Tous les malades ne peuvent pas être dans toutes les commissions sur tout le territoire. Et puis, on est associé aussi avec les autres associations d'usagers en ce qui concerne la défense des droits. Il a été dit ce matin aussi, quand la famille, enfin, finalement, quand le malade va mieux, la famille va mieux, ben, j'adhère tout à fait à ça. Ce dont j'avais envie de vous faire parler, c'est le rôle de la famille dans le rétablissement. Alors, le rôle de la famille dans le rétablissement. Moi, je vais dire que la famille, elle a besoin... Moi aussi, il faut que la famille, elle se rétablisse. Et donc, moi, je vais vous parler plus du rôle, donc, à ce moment-là, de l'UNAFAM, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole par rapport à ça. Mais la famille, quand arrive la maladie, en fait, la famille, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être informée, elle a besoin de connaître les traitements, elle a besoin d'apprendre à prendre du recul, elle a besoin de trouver la bonne distance, elle a besoin de réapprendre à vivre. Il a été dit ce matin... être quelqu'un de nouveau. Mais nous aussi, on est des personnes nouvelles quand on a traversé avec le malade. Donc, voilà. Donc, la famille, elle est à côté du malade. Il faut qu'elle apprenne aussi à bien trouver la bonne distance par rapport au malade. Parce que si la famille, et moi je l'entends souvent à l'UNAFAM, dans des familles qui sont là, qui répondent à tous les besoins du malade, vous essayez de répondre à tous les besoins de leurs proches. Mais si on veut qu'ils soient autonomes, il faut aussi laisser une part d'initiative à la personne et savoir avoir cette distance. Donc on est là, effectivement, pour réfléchir à trouver quel accompagnement. Et encore une fois, on ne revendique pas, l'UNAFAM, on ne revendique pas que de faire l'accompagnement de nos proches. Ce n'est pas notre rôle. On est une famille, on est attentif, mais on n'a pas à faire à la place de professionnels. Alors, Claude, vous qui êtes présidente de la FNAPSI,
Oui, alors la FNAPSI, c'est donc la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie. Béatrice parlait justement d'un rôle de représentation globale, de défense de droits. Donc là, justement, c'est un peu ce que vous faites également, ou je me trompe? Pas seulement, pas seulement. Bon, nous, on est 62 associations, toutes pathologies confondues, hein, donc sur toute la France. Pour prendre le mot rétablissement, nous, on ne l'a jamais aimé. On n'a jamais aimé. Parce que pour nous, depuis 20 ans, on répète la même chose, on se répète la même chose entre nous. Ce qui est important, c'est d'abord de comprendre que c'est une maladie, ensuite de l'accepter et de vivre avec. Rétablir quoi? Rétablir ce que j'étais avant d'apprendre que j'étais malade? Non, non. Je vois pas, j'étais pas plus heureuse, je suis très heureuse maintenant en vivant avec. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention tous les instants, il faut comprendre ce qui se passe et puis il faut l'accepter. Voilà, c'est tout. Mais ça demande 10 à 15 ans de vie. Donc le rétablissement, je vois pas rétablir quoi? Qu'est-ce que vous voulez rétablir? Ce que j'étais avant qu'on me diagnostique avec une maladie? J'en sais rien, moi. Mais enfin, ça a été très bien dit dans le petit film. Peut-être que le mot est mal adapté oui. Dans la langue française, mais le rétablissement, enfin en tout cas, je pense que la majorité des gens le comprennent comme ça. Il ne s'agit pas de revenir comme on était avant. De toute façon, à 40 ans, on ne revient pas forcément comme on l'était à 20. Simplement, il s'agit de retrouver des activités, etc., etc. Mais encore une fois, on ne peut pas revenir en arrière. C'est le re qui ne va pas. C'est le re. Ça a déjà été dit. Patrick, tout à l'heure, nous disait qu'il enlèverait bien le re aussi. Il parle d'établissement. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas les mêmes activités qu'avant. Je n'ai pas les mêmes envies. Peut-être parce que je suis plus vieille. Peut-être parce que je tiens compte de la maladie. Peut-être pour des tas de raisons. Mais en tout cas, ce mot rétablissement ne nous convient pas. Nous, ce qui nous convient depuis 20 ans pour la FNAPSI, c'est vivre avec. Voilà. Donc pour ça, évidemment, on ne représente que des personnes qui ne sont pas dans le déni de la maladie. On ne représente que des personnes qui ont compris qu'elles étaient malades, qui l'ont accepté et qui vivent avec. C'est déjà une certaine différence. C'est ça l'important. Mais bon, c'est vraiment tout ce que j'ai entendu, et surtout le petit film qui nous apporte. On voudrait travailler, mais il faut que ce soit possible. Il faut faire très, très attention à notre vie. C'est vraiment un travail de tous les instants. Il faut faire attention, il faut être vigilant, et il faut, si possible, ne pas retomber, parce que c'est trop de souffrance. Voilà, c'est un peu ça la parole que je voudrais passer. Bon, nous, les associations d'usagers, c'est l'entraide, hein. C'est la défense de temps en temps, quand ça va vraiment mal et quand on ne peut pas faire autrement, mais c'est surtout l'entraide. Réapprendre à vivre avec, ensemble. Là, je veux bien le re. Nathalie, donc vous êtes la présidente de France Dépression. Là encore, notamment, alors vous vous occupez à la fois des gens souffrant de dépression et de troubles bipolaires. Là encore, il y a évidemment des risques de rechute. Forcément, on doit faire attention, mais ça n'empêche pas de vivre avec et d'être, entre guillemets, entre parenthèses, établi. Exactement. Et France Dépression, en fait, c'est une association qui aura l'année prochaine 25 ans. Et c'est une association, en fait, qui s'adresse à des personnes qui sont concernées par les troubles psychiques, donc la dépression, troubles bipolaires en l'occurrence. Mais la particularité de notre association, c'est qu'en fait, nous soutenons, nous informons les gens qui prennent contact avec nous, mais nous, bénévoles, sommes directement concernés par les pathologies. C'est-à-dire que moi, je suis une patiente. Les bénévoles qui interviennent sont soit des patients, des ex-patients, des amis, des familles. Et en fait, c'est un petit peu la légitimité de notre action, c'est qu'en fait, nous avons une connaissance de l'intérieur de la maladie. Et nous pouvons partager de cœur à cœur, en fait. C'est vraiment très important dans l'accueil et dans la compréhension de la maladie. Et ce qu'on veut déjà dans un premier temps, c'est que les personnes comprennent ce qui leur arrive, c'est-à-dire des personnes informées, que le patient sache ce qu'il a, donc le droit au diagnostic, etc., sache comment fonctionne le traitement, c'est-à-dire quelles sont les causes, les effets secondaires, ce genre de choses. Et en fait, notre but dans un premier temps, c'est de mettre le patient au centre du dispositif. C'est-à-dire que le patient
informé, va petit à petit se replacer en fait au centre du système. Et c'est quelqu'un qui va petit à petit avoir confiance, qui va prendre de l'autonomie. On parle d'empowerment, mais l'empowerment à la base c'est de l'information et ça préserve aussi la dignité de la personne. C'est extrêmement important que le patient sache qui il est et que c'est lui qui est au centre et qu'il soit un véritable acteur. Là, je parle de rétablissement, un acteur de son rétablissement. Mais c'est vrai que le patient n'est pas tout seul. On ne se guérit pas tout seul. C'est pas possible. On est forcément, obligatoirement en lien avec la personne. Et là, je rejoins un petit peu la FNAPSI et l'UNAFAM. C'est-à-dire qu'on guérit en lien avec les autres, avec sa famille, avec ses amis, avec les soignants, etc. Et notamment aussi avec les associations. Et nous, on est vraiment là pour tendre une main. Et nous sommes un élément indispensable du chemin de rétablissement parce que l'environnement du patient, c'est capital en fait dans ce processus qui est un processus de vie quasiment, un chemin de vie. Il y a des étapes à franchir. Nous avons bien connu, nous personnellement, des moments où on ne pouvait même plus sortir de chez nous. Et en fait, le but, c'est petit à petit, jour après jour, de saisir les mains tendues, de s'informer, de petit à petit réussir à se remettre en connexion avec les autres, à venir dans les associations, dans les groupes de parole, où justement on a une espèce d'entraide très importante, et petit à petit retrouver une vie satisfaisante. Moi j'aime bien le mot satisfaisant, parce qu'on ne peut pas parler de vie normale. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on passe par des épreuves où la dépression, c'est quasiment... je ne pense pas que ce soit moi qui ai inventé cette expression, mais je parle de cancer de l'âme, c'est ça. Ce sont des moments extrêmement douloureux qui nous modifient, qui changent notre vie. Et en fait, on ne revient jamais à la vie d'avant. C'est pas possible. Mais en même temps, on retrouve une vie qu'on peut qualifier de satisfaisante, c'est-à-dire une vie en liaison avec les autres, une vie avec un travail, mais pas forcément, une vie avec un engagement qui peut être associatif. Nous avons de nombreuses personnes qui nous ont rejoints par le biais des groupes de parole et qui se sont maintenant investies dans l'association. Moi, c'est comme ça que je me suis rétablie. Groupe de parole, je me suis investie, voilà, maintenant je suis présidente. Et l'association est complètement liée à mon expérience de rétablissement personnel. J'ai vu notamment que sur votre site internet, effectivement, il est possible justement de s'investir, enfin de faire acte de candidature. Voilà, acte de candidature. Pour devenir bénévole. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est une expérience tout à fait gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, c'est pas du dévouement qu'on demande. Le monde associatif, c'est pas se dévouer pour une cause, machin. Non, on vient à l'association, on partage son expérience, on se met en liaison avec les autres et ça nous fait du bien. Et ça contribue à notre propre vie et à notre propre rétablissement. Et c'est très important. Alors, quand vous disiez que tous ceux qui interviennent tous ceux et celles qui interviennent dans votre association connaissent les troubles de l'intérieur, je crois qu'en fait, c'est sauf erreur, c'est le cas de tous ceux qui œuvrent dans les différentes associations. À l'UNAFAM, alors il s'agit d'entourage, donc qui ne sont pas forcément concernés directement, mais de façon proche. Donc ça, effectivement, encore une fois, c'est une très très grande force de vos associations. Petite parenthèse. Alors maintenant, Corinne, vous représentez SchizoWi. À vous maintenant de nous dire quelques mots. Oui, alors un peu pour présenter l'association qui est peut-être moins connue que les autres, en tout cas plus petite. En tout cas, qui a un nom très explicite. Qui a un nom très explicite, absolument. Donc, qui a été créé, fondé par Marie-Agnès Le Trouïd, que je remercie d'être présente aujourd'hui, à la fin des années 90, et qui rassemble à la fois des personnes vivant avec une schizophrénie et leurs proches. Alors, avant de répondre à la question sur qu'est-ce qu'on pense de la question du rétablissement, je voulais juste faire un petit aparté sur deux spécificités de la maladie, enfin des maladies schizophréniques, qui sont caractérisées d'abord par une difficulté très fréquente chez les personnes qui vivent avec à prendre conscience de leurs troubles et donc à consentir aux soins.
Et d'autre part, parmi les maladies psychiques que nous représentons ici aujourd'hui, c'est celle qui est le plus stigmatisée, comme l'atteste l'étude réalisée tout récemment par une association amie et partenaire de SchizoWi sur la représentation de la schizophrénie dans les médias français. Donc ça a été réalisé par l'Obsoco en 2015 et je vous la recommande parce que les résultats en sont très intéressants. Alors pour venir à la question du rétablissement maintenant qui nous réunit aujourd'hui, pour nous c'est bien évidemment la priorité numéro 1, comme pour nous tous ici. Concrètement, qu'est-ce que c'est, on l'a déjà dit, mais je le répète, c'est gérer sa maladie, ses troubles, prendre soin de soi, puisque c'est un problème des maladies psychiques en général et de la schizophrénie en particulier, avec la négligence du soin, de l'hygiène, etc. Retrouver une estime de soi aussi, et puis mener une vie conforme à ses possibilités. Alors ça peut être travailler quand c'est possible, ça peut être vivre en autonomie quand c'est possible aussi. Ce que nous voulions dire aussi aujourd'hui, c'est que le rétablissement, c'est quelque chose qui est non seulement possible, mais qui est certainement plus fréquent que ce qu'on pense et qui devrait l'être encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Je pense que, bon, moi, j'ai pas réussi à me libérer ce matin, mais je suis certaine que les témoignages que vous avez entendus ce matin vont dans ce sens. Nous, à SchizoWi, c'est ce qu'on constate à travers les personnes que l'on écoute, puisqu'on a une écoute téléphonique quelques demi-journées par semaine. C'est aussi ce qu'on constate avec les adhérents qui vivent avec leur schizophrénie et qui, quelquefois, on peut le dire, vont bien, et même assez souvent. Alors, donc c'est possible, fréquent, ça pourrait l'être encore davantage. Et nous pensons, que c'est ça qu'il faut montrer, qu'il faut faire savoir, c'est donner de l'espoir aux personnes qui souffrent et à leurs proches. Ça nous semble très important et j'en profite donc pour vous remercier d'organiser de telles conférences parce que c'est aussi comme ça qu'on peut faire avancer les choses. De notre côté, à SchizoWi, quand un de nos adhérents nous sollicite pour le soutenir dans un projet qu'il souhaite médiatiser pour montrer que on peut vivre avec une schizophrénie et être capable de grandes choses, être capable de se surpasser. Donc cette année, nous soutenons un de nos adhérents, Stéphane, qui se lance dans un défi sportif à la planche à voile au printemps prochain. Voilà. Et il va faire quoi exactement alors ça Je suis un fan de planche à voile, alors je suis curieux. Oui, ça mais peut intéresser d'autres gens. Je crois que c'est Défi Wind. Le Défi Wind, oui. Voilà. C'est une course de longue distance le long de la côte, dans l'Aude, au niveau de Gruissant. Oui, il y a généralement un vent très très fort, ça se passe au printemps. Voilà. Dans quelques jours, je crois. Oui. C'est au moment de Pâques. Oui, c'est encore plus proche que ce que je pensais. Bon. Voilà, et c'est aussi l'objectif, excusez-moi de monopoliser la parole un peu longtemps. On a du temps, donc c'est aussi l'objectif donc de montrer des témoignages de personnes vivant avec une schizophrénie qui sont rétablis, qui se rétablissent du collectif que nous sommes en train d'essayer d'organiser avec d'autres associations proches de la nôtre. Alors, donc tout ça c'est ce qu'on voulait faire passer comme message. Après, il faut quand même aussi offrir aux personnes les moyens de se rétablir. Hein. C'est-à-dire, premièrement, repérer les troubles le plus précocement possible, parce qu'on sait très bien que le pronostic de la maladie va être bien meilleur, le pronostic de rétablissement précisément, sera bien meilleur si la maladie est traitée le plus tôt possible. Ensuite, ou est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? Excusez-moi, est-ce que c'est pas le traitement qui se fait plus facilement si le pronostic est posé plus tôt? Non, c'est moi qui me trompe, non c'est les deux, hein? C'est les deux. Merci Claude. Bon. Merci aussi, parce que là, je n'ai pas vraiment de connaissances précisément là-dessus. Mais par contre, sur le fait que d'être soigné le plus vite possible, de ne pas rester trop longtemps malade sans aucun soin, c'est certain que
que ça favorise le rétablissement, bien sûr. Oui, parce qu'on sait notamment, enfin, je crois que c'est vrai pour les bipolaires également, Oui. Chaque crise provoque des dommages dans le cerveau. Oui, tout à fait. Voilà. Deuxièmement, donc offrir des soins de qualité, c'est-à-dire c'est pas seulement les médicaments, mais on en a parlé tout à l'heure. C'est une prise en charge médicale appropriée qui prend en compte les différents aspects de la maladie, donc proposer de l'éducation thérapeutique, des thérapies comportementales, de la remédiation cognitive quand il y en a besoin, le suivi somatique des personnes quand il y en a besoin aussi, et le bien-être. Et à ce propos, je signale que l'association organise le 29 mars prochain au ministère une après-midi consacrée à ces questions-là, comment vivre bien avec son corps. Troisièmement, faire mieux connaître à l'entourage des personnes les effets de la maladie pour qu'elles puissent l'aider à se rétablir. Alors, c'est l'éducation thérapeutique des familles via des programmes adaptés comme Profamille, la formation des soignants et des accompagnateurs sociaux, la formation des professionnels en contact avec les jeunes, notamment dans les établissements d'enseignement. Et là encore, notre association essaye, avec ses petits moyens, d'y contribuer, puisqu'on organise une formation pour les personnels soignants de l'éducation nationale le 29 prochain aussi au ministère. Et ça, je me permets d'intervenir, parce que je crois que c'est un point essentiel, parce qu'effectivement, et Tim insiste souvent sur ce point, il n'y a pas encore assez d'informations dans les écoles et dans les collèges. Oui. Et finalement, on se rend compte que les enfants, les adolescents n'ont pas encore assez de connaissances de la maladie mentale, et justement ça, pour reconnaître les signes avant-coureurs. Donc ça, effectivement, c'est formidable, oui, qu'il y ait des actions comme ça. Mais on peut même dire, y compris dans des métiers dont on pourrait penser a priori qu'ils ont une meilleure connaissance de la maladie. Je pense au métier du travail social. Je ne suis pas certaine que la formation prévoit, une information, un volet spécifique sur ce type de maladie qui est quand même très particulière et qui suppose une prise en charge, une attitude très particulière de la part des personnes qui peuvent être en contact avec des malades. Voilà, et puis évidemment l'information du grand public et la déstigmatisation. Et là, j'en profite pour dire aussi que Schizoui est un des membres fondateurs de la Mad Pride, qui aura lieu le 11 juin prochain à Paris. Et enfin, quatrièmement, puis après quelques mots sur la Mad Pride, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le principe. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, parce que c'est pas moi qui m'en occupe, mais disons que l'idée, c'est de vraiment montrer que les personnes ayant des souffrances psychiques ne sont pas, peuvent parfaitement vivre dans la société, et que que le grand public l'accepte, et qu'elles puissent aussi faire valoir leurs droits à des soins de qualité et à tout ce qu'on défend. Toutes les associations parties prenantes de la Mad Pride défendent, mais peut-être y aurait-il quelqu'un ici qui en parlerait mieux que moi. Non, mais je crois que ça me semble. Ouais. La Mad Pride. Oui, effectivement, la Mad Pride, dont nous sommes également fondateurs. Donc, France Dépression est impliquée dans le processus un petit peu depuis le début. En 2016, ce sera la 3e édition, si je me souviens bien. Et en juin 2016, oui. Oui, le 11 juin, oui, pardon. Oui, merci Annie. Ce sera la 3e édition. Et en fait, c'est vraiment une manifestation qui vise justement à déstigmatiser les patients, les personnes qui sont touchées par les troubles psychiques et qui sont souvent un petit peu ostracisées et qui elles-mêmes peuvent également ressentir de la culpabilité, de la honte, etc. Et en fait, cette manifestation, c'est vraiment pour prouver au grand public qui vient voir donc, cette manifestation et aussi par l'intermédiaire des médias, que les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont des personnes comme les autres, ont droit d'avoir une dignité, d'avoir leur place dans la société et d'être respectés en tant que citoyens comme n'importe quelle autre personne. Et c'est vrai que Mad Pride, on dirait le mot fierté d'être fou, c'est aussi ça, le message, mais c'est pas que ça.
C'est vraiment une revendication très globale sur la place des patients en santé mentale dans la société. Voilà. Ça va, oui, c'est très bien. Donc je finis avec mon quatrièmement, hein. Et puis après je laisserai la parole. Hein. Donc le quatrièmement, c'est proposer un accompagnement aux personnes qui en ont besoin. Donc faire le lien entre la prise en charge médicale et sociale. Et là-dessus, je trouve que la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles et la Fédération hospitalière de France ont publié très récemment un document extrêmement bien fait et extrêmement intéressant et utile, que je vous recommande à tous, sur la prise en charge du handicap psychique. Voilà, donc sur ces 4 points que j'ai listés, nous pensons qu'il existe d'énormes marges de progression dans notre pays, et c'est tout le sens de l'action militante que nous souhaitons avoir. Merci. Annie, vous n'avez pas encore pris la parole. Annie, association Argos 2001, association nationale qui a pris jour en 2001. Argos, c'est la bouée de détresse du fameux professeur Lombard. Et comme les autres associations, nous œuvrons dans le même sens, il me semble. Et pour aller sur la question qui était posée initialement, je crois, pour arriver à cette journée sur le rétablissement, c'est qu'est-ce qu'attendent les associations pour parler de rétablissement. Alors, rétablissement, je ne vais pas reprendre la sémantique, on peut l'appeler comme on veut. Hein. Moi, je pense que c'est surtout arriver à un moment ou à un autre à reprendre sa vie en main, d'être nous-mêmes des acteurs de notre vie. Et même si nous avons eu des moments de grande perdition du fait que notre pathologie n'ait pas été diagnostiquée suffisamment tôt, quand il arrive ce diagnostic et les bons soins au bon moment, nous sommes totalement dans la capacité de vivre en tant que citoyen une vie à égalité de toute la population qui nous entoure, tant et si bien que le regard sur les personnes atteintes de troubles psychiques change. Et quelque part, c'est un peu à nous d'être acteurs vers le changement de regard de la population et de la cité en général. Parce que j'ai entendu même tout à l'heure des choses, peut-être que c'est moi qui vois ça comme ça. Ne nous sous-évaluons pas. Nous sommes des personnes à part entière, avec une personnalité, avec un caractère, sans bien sûr oublier que nous avons une vulnérabilité, mais qui n'a pas une vulnérabilité? Elle ne se voit peut-être pas de la même façon, parce que il y a toujours ce phénomène du tabou en ce qui concerne la santé mentale, en ce qui concerne les personnes qui ont ces troubles. Mais en fait, regardons-nous bien au fond de nous-mêmes, on pourrait peut-être avoir et à subir des tabous. Alors, pour revenir à la question que vous nous aviez posée initialement pour les associations, moi, je pense que pour accéder au rétablissement ou à un bien-vivre, il faudrait donner les moyens aux personnes qui souffrent de ces troubles psychiques, l'accès à ce rétablissement. Et quelque part, je dirais que ça implique aussi que les associations obtiennent des moyens pour développer elles-mêmes leurs actions d'accompagnement, de soutien et d'information. Et je pense vraiment que tout ça doit s'articuler. Je le pense et je le crois. Je suis plutôt très optimiste, moi. Je pense que, évidemment, c'est différent peut-être d'une pathologie à une autre. Il y a plus ou moins de difficultés, mais dans le trouble bipolaire, comme dans d'autres pathologies, il y a des phénomènes de pathologie qui sont atténués et d'autres qui sont beaucoup plus bouleversantes et beaucoup plus difficiles à, je dirais, à stabiliser. Et je parlais du bon soin au bon moment, parce qu'il faut quand même se rappeler, il me semble, et bien avoir la notion que pour bien vivre avec des troubles, quels qu'ils soient, il faut d'abord passer par des étapes qui sont indispensables, c'est-à-dire celle de l'acceptation à une pathologie qui nous tombe sur la tête, comme on pourrait avoir ce jour, tout un chacun, malheureusement, une annonce de cancer. Eh bien, quand on nous annonce que nous avons un trouble psychique, quel qu'il soit,
eh bien, le ciel nous tombe sur la tête. Nous ne savons pas comment nous allons pouvoir nous dépêtrer je rappelle, de ce trouble psychique, la folie ordinaire peut-être, quelquefois, mais qui affecte autant les patients que les familles. Et donc, pour passer à cette acceptation, je pense qu'une fois qu'on nous a balancé ça, hein, vous êtes atteint de ça, et vous n'en guérirez jamais, parce que c'est quand même ça, eh bien, on n'a plus qu'une solution. C'est de voir comment et par quels moyens nous allons pouvoir apprivoiser la pathologie. Et là, ça passe par plein de comment dire, de modalités, d'aide, de soutien et de stratégies. Les associations sont là aussi pour aider. Je pense que d'abord, nous gagnerions beaucoup d'années de sérénité si nous avions un bon diagnostic précoce, ce qui est possible, mais totalement possible maintenant. Encore faut-il que tout le monde ait les moyens, y compris la recherche, nos chercheurs. Des bons traitements, des thérapies adaptées, une bonne hygiène de vie, prêter intérêt et douceur à notre corps, ce corps qui est si souvent abandonné. On peut quand même reconnaître que dans ces troubles, excusez-moi, mesdames et messieurs les psychiatres, si vous êtes dans la salle, on traite d'abord ce qui est là, que là. Et le reste du corps est oublié. Or, le corps nous fait souffrir et nous le faisons également souffrir. Et nous l'ignorons totalement parce que finalement, le but essentiel, c'est pour nous de ne plus avoir ce malaise et de trouver la bonne solution pour ne plus vivre ces douleurs. Donc, le côté somatique, le côté de la douceur pour le corps, la douceur pour notre âme, de gagner du bien-être, une estime de nous qui se consolide grâce à ce que nous faisons dans toutes nos associations, l'aide entre pairs et tout ce qui est autour. Bien sûr, les groupes d'entraide mutuelle hein, font complètement partie de ce système. Et puis, tout ce que nous faisons dans nos associations, je ne vais pas répéter comme mes voisines, les groupes de parole, les conférences, les accueils, les permanences téléphoniques, les sites, enfin, tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour aider des patients et proches, parce que tout le monde souffre hein, dans l'histoire. Hein. Et pourquoi je disais ça ? Tout ça, ce que je pense également, c'est qu'il faut aider chacun à revenir vers une vie qui se doit d'être la belle vie, avec l'aide de la compréhension de chacun, et aller vers une réinsertion sociale et professionnelle. Alors, ça peut ne pas être professionnel. L'important, on le voit bien dans les groupes d'entraide mutuelle, c'est de redonner confiance aux personnes qui fréquentent nos groupes d'entraide mutuelle et de les faire aller à nouveau vers une activité et eux-mêmes être acteurs pour aider les autres. On voit dans les associations des personnes qui sont arrivées en plein désarroi, qui ont eu une attente. Les associations ont aidé à reprendre confiance. Et également, ce sont ces bénévoles, ces personnes qui vont devenir des bénévoles, qui vont être des acteurs pour aider les autres. Et voilà, bon, ce que je voulais surtout dire, c'est, en tout cas moi, en ce qui me concerne, c'est que j'ai fait comme Patrick Cuvelier tout à l'heure, j'ai fait maintes emplois, j'ai essuyé des écueils, mais j'ai toujours rebondi. Et je crois fermement que nous pouvons vivre avec nos troubles à raison de sauvegarder le côté de l'hygiène de vie, de ne pas oublier que nous avons une épée de Damoclès qu'il nous faut absolument au-dessus de la tête, ne jamais oublier qu'elle est là, mais en même temps, à partir du moment où on a eu la bonne éducation, on vit absolument très très bien avec. Béatrice, Claude, vous avez un petit peu moins parlé. Est-ce que vous voulez ajouter des choses ? J'étais partie, moi, brève, mais voilà. En même temps, je veux absolument laisser la parole, finalement, à ceux qui sont plus directement concernés. Hein, voilà. Alors, on a parlé, donc, effectivement, et je vais reprendre, hein,
les bons soins au bon moment. C'est vrai qu'encore faudrait-il que la maladie soit déstigmatisée, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du schizo, etc. Enfin voilà, donc il y a tout un travail de déstigmatisation. Et alors nous avons choisi une voie depuis 3 ans qui est, je ne sais pas si vous connaissez, l'opération Psycyclette. Je ne sais pas si ça vous parle. La première année, c'était un certain nombre de malades, de leurs soignants et puis de familles et puis d'amis qui sont partis de Toulouse et qui sont arrivés à Paris. L'an dernier, on a fait un petit peu d'autres qui venaient de Picardie. Et puis cette année, ça va être certains qui viennent. On a 4 trajets et on arrive au mois de juin au Sénat. C'est important parce que, et le président du Sénat est là, parce que ce sont des personnes. Moi, je voudrais insister là-dessus parce qu'il faut pas que nous, famille, parce il ne faut pas que non plus qu'on voit tout le temps notre proche comme un malade. Non, c'est une personne. Et je crois que ça, c'est important. Et là, c'est l'arrivée de personnes qui ont fait un trajet, qui se sont entraînés dans l'année, qui ont acheté un vélo, pour certains, et qui arrivent tous ensemble. Et quelquefois, en haut de la côte, c'est pas le soignant qui est le premier. Voilà. Donc, je veux dire que c'est quelque chose d'important de travailler sur la déstigmatisation, parce que, bien sûr, on peut faire un repérage, et nous, on s'ouvre de plus en plus à des familles d'enfants, d'adolescents qui ont des troubles, mais on ne va pas les qualifier, et surtout pas les qualifier. Mais le regard de la société fait que c'est très difficile à la personne d'être fou. Et donc, effectivement, il y a vraiment toute cette information à faire. D'abord parce qu'il y a aussi des précautions à prendre au niveau de la santé. Je pense quand même à un certain nombre d'addictions qui vont précipiter. Donc, il faut qu'il y ait une information. Et puis aussi, il faut qu'on puisse en parler comme d'une maladie comme les autres. L'autre jour, j'étais à une réunion à l'Ordre des médecins qui était sur le refus de soins. Et donc, je pensais, puisqu'on m'avait invité à avoir ma place dans cette réunion, c'était pas bon. J'étais pas à la bonne réunion parce que c'était pas la bonne maladie. Voilà. Parce que c'était différent. Le refus de soins, quand on appelle un médecin généraliste, quand on appelle le psychiatre qui suit son proche, quand on appelle les pompiers, quand on appelle tout le monde et que personne ne répond, c'est pas pareil. On ne traite pas comme les autres. Voilà. Donc, il y a encore vraiment du chemin à faire. Et je voudrais insister sur un point important et que les unes et les autres, on a pu dire, c'est l'importance de la recherche. On est dans un domaine, ce sont des maladies, on dit 25% de la population. On commence un petit peu à s'intéresser parce que finalement, la maladie d'Alzheimer, ça peut toucher tout le monde, même les plus intelligents, même ceux qui ont réussi le mieux socialement. Tandis que nous, non, c'est pas tout à fait ça. Bon, donc, on commence un petit peu par rapport à ces maladies et je pense qu'on va apprendre grâce aux recherches dans ce domaine. Mais il faut vraiment, c'est quelque chose qui touche une grande partie de la population. Il faut vraiment que l'on avance par rapport à ça. Et donc nous, on fait un colloque. Là, on avait un petit peu une activité recherche qui était un petit peu en sommeil au sein d'UNAFAM, et on fait un colloque là au mois de juin, et on en refera un autre au mois de décembre, parce qu'il faut vraiment on n'arrive même pas, si vous voulez, par exemple, on fait un prix recherche, et on a eu du mal à trouver des équipes qui travaillent sur la recherche en psychiatrie. Voilà, donc c'est assez significatif. Alors que sur le cancer, bien sûr, c'est important. Mais il faut aussi que, voilà, nous on dit, aussi on veut qu'on travaille et qu'on réfléchisse, parce qu'on est là, on parle du rétablissement, on est dans le présent, on peut parler du handicap psychique, et c'est important qu'on se donne les moyens d'aider les personnes à vivre normalement, c'est-à-dire avoir un logement, pouvoir s'insérer socialement, mais c'est aussi comment on pourra limiter ou éviter la maladie. Je crois qu'il ne faut pas oublier surtout la stigmatisation. Et encore une fois. Là, le rôle des associations d'usagers est très important parce que, à partir du moment où on est là, c'est qu'on accepte d'être considéré comme une personne qui a vécu ou qui vit encore la folie, parce que, c'est vrai qu'on a dit des guérisons, c'est un mot qu'on connaît très peu. C'est aussi important le respect du corps, les soins somatiques. Quand on va quelque part pour faire, parce qu'on est des personnes comme les autres, donc obligatoirement, on a aussi des problèmes physiques, même si le problème le plus important, la souffrance, je dirais la plus importante, reste la souffrance psychique. Et quand on va se faire soigner, c'est un gros problème de savoir si on dit qu'on subit la maladie mentale d'un côté ou pas, et on est soigné différemment de la manière où on le dit ou pas. Voilà. Ça, il faut quand même le savoir et c'est extrêmement important. Moi, je peux vous en parler, j'ai été opérée 19 fois. J'ai la 20e fois qui est en train de se présenter devant mes yeux et j'ai peur.
Eh bien, je peux vous assurer que c'est un gros problème quand vous savez, vous êtes des fois obligé de dire quand même que vous avez subi une certaine maladie mentale. Immédiatement, la manière dont les personnes s'occupent de vous n'acceptent pas que vous réclamiez. Il y a des tas de choses comme ça que vous êtes obligé d'accepter ou de ravaler. Et il y a tout à l'heure, quelqu'un a parlé de dignité. La dignité, c'est le plus important. Nous sommes toujours des êtres humains. Moi, je suis peut-être une personne qui porte une maladie, mais je suis d'abord une grand-mère heureuse de 3 petits-enfants. Je joue du piano, je tricote. J'ai des tas d'autres choses qui me paraissent, même si mon engagement militant est énorme, qui me paraissent aussi importantes que cet engagement militant. Alors, les associations d'usagers, c'est indispensable. C'est indispensable parce que vous vous trouvez un jour dans un état dramatique et vous avez en face de vous quelqu'un qui a l'air bien et cette personne vous dit, voilà, j'ai vécu la même chose que toi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est la main tendue, c'est la permission de vivre. C'est une permission de vivre. Alors évidemment, quand vous avez eu ça dans votre vie, comme moi, vous ne pouvez pas faire autrement que de repasser votre main à quelqu'un d'autre qui souffre et lui dire, bah, tu vois, moi là, j'ai l'air bien. Ben voilà, c'est parce qu'on m'a tendu la main et c'est faisable. Il y a une vie. Tu ne travailleras peut-être pas, tu n'auras peut-être pas tout ce que tu voulais ou tout ce que tu aurais espéré, mais tu pourras avoir des choses importantes et savoir donner l'importance aux choses. La personne qui m'a aussi le plus touchée la dernière fois, c'est la dernière opération que j'ai subie, c'était une opération de l'estomac, c'est le chirurgien. Il m'a dit, il ne savait pas, hein, il ne savait pas. Après, il a su, et après, il a essayé que j'aide les gens qui allaient se faire opérer. Mais sur le moment, il ne savait pas. Et il m'a dit, faites attention, écoutez votre corps. Et c'est vrai que quand on subit la maladie mentale, on n'écoute pas du tout son corps. On le maltraite, les professionnels de la santé le maltraitent aussi. Je me souviens d'avoir eu des doublés, triplés des doses d'antidépresseurs parce que j'avais mal au dos. Et que quand je suis allée faire l'IRM, que le gars m'a dit, vous avez une énorme hernie discale. Moi, j'étais toute heureuse. Et le mec, il dit, mais elle va pas bien, la dame, là. Elle est contente d'avoir une hernie discale. Ben oui, parce que ma souffrance, c'était pas dans ma tête comme on essayait de me le dire. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Et ça, on peut le passer aux autres personnes qui sont dans les associations d'usagers. On peut s'écouter. On laisse la personne ne pas parler ou écouter. C'est une... Moi, j'ai appris ça dans les alcooliques anonymes pour ma mère, qui était alcoolique. Je dis les choses comme elles sont. Et j'ai copié ça dans les associations d'usagers. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. D'irremplaçable pour vivre avec. L'association d'usagers, c'est quelque chose d'irremplaçable. C'est le seul endroit où je me trouve chez moi. Voilà. Mais vraiment chez moi. Nathalie. Oui, donc oui, je voulais reparler du rétablissement et vous parler d'une expérience que nous faisons chez France Dépression. C'est un programme que nous avons élaboré avec Arnaud Dupuis, qui doit être dans la salle, peut-être, j'espère. Oui, il est là-haut. Et en fait, c'est un programme qui est entièrement consacré au rétablissement. C'est un programme qui s'appelle Quintessence et qui s'adresse à des personnes qui ont subi des états dépressifs, qui ont subi un burn-out. Et c'est un programme dans 12 séances qui vise à recentrer la personne sur ses valeurs, à déterminer les forces de la personne, à travailler sur ses forces et non pas à combler des faiblesses, et qui permet aux personnes, à l'issue de ces 12 séances, de se reprojeter dans l'avenir, en fait, d'avoir un but, d'avoir des objectifs, ça peut être des objectifs professionnels, personnels, un déménagement, une formation, mais de partir de cette formation en ayant un désir de faire quelque chose. Ce qui, à l'arrivée, à la première séance, on en parle souvent avec Arnaud, à la première séance, les personnes sont souvent complètement démunies, sont abîmées, ne savent plus qui elles sont. Et grâce à cette formation, en fait, c'est vraiment une progression vers le rétablissement. C'est une expérience pratique maintenant qui a 3 ans. Et nous en sommes vraiment satisfaits. Nous avons d'excellents retours. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je me disais que le rétablissement, c'est lié aussi à la résilience, en fait. Le rétablissement, ça peut être la guérison des troubles. On peut en guérir. Nous en sommes persuadés, mais c'est aussi la résilience, c'est-à-dire c'est trouver en soi les capacités de s'adapter à des moments extrêmement douloureux, à des maladies extrêmement graves, mais dont on se remet et qui permettent de se réinsérer dans un chemin de vie comme tout un chacun.
Et pour nous, c'est extrêmement important. Et en fait, mon dernier message, mais alors ça, c'est un message un petit peu une remontée de la base, je dirais, des personnes qui nous contactent, c'est qu'il y a un élément qui est dans la prise en charge et dans le parcours, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est la bienveillance, la compréhension des soignants. Et en fait, c'est pour nous, quelquefois, ça nous semble tellement évident. Et en fait, ce n'est pas forcément évident. La bienveillance, la compréhension du soignant. Je suis désolée s'il y a des médecins dans la salle. Mais c'est juste 3 phrases d'encouragement à la fin de la consultation. Dire à la personne, bon, là, effectivement, ça ne va pas, mais vous allez voir, vous allez aller mieux, soyez patient, etc. C'est juste 3 phrases. C'est peut-être toucher le bras, dire oui, vous allez vous en sortir. C'est juste un encouragement. Parce que c'est vrai que nous sommes des personnes fragiles, des personnes abîmées. Et quand on peut avoir justement un encouragement de la part de son médecin, c'est extrêmement important. Et ça, c'est un message vraiment que nous recevons souvent à l'association. C'est une meilleure compréhension et de la bienveillance aussi. Qui voudrait ajouter quelque chose ? Ouais, il me semble que vous avez dit des choses essentielles, formidables. Annie ? Je voulais juste rajouter quelque chose, une information que je n'ai pas donnée quand même, pourtant qui me tient bien à cœur, puisque nous organisons Argos, en partenariat d'ailleurs avec la Fondation Fondamentale, une journée mondiale des troubles bipolaires. Ce sera mercredi 30 à Paris et dans les régions, bien entendu, également. Et évidemment, c'est archi plein depuis longtemps, tellement il y avait de demandes. Pourtant, on a pris voilà, l'année prochaine, ça sera Bercy. Mais la retransmission est possible. Je vous invite à aller voir sur troublesbipolaires.org pour avoir quelques renseignements, pour voir si éventuellement vous pouvez récupérer la retransmission. Et une autre petite chose, nous avons créé une association UNOAPSI de personnes atteintes de troubles psychiques. Et tout ça pour porter la voix des patients. Et nous nous sommes associés à plusieurs associations de patients avec une association en addictologie qui est Vie Libre. Et je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir nous inscrire sur justement cette voix apportée au nom de tous. Si je peux ajouter quelque chose à propos de la Journée mondiale des troubles bipolaires, je pense que vous avez d'ores et déjà des vidéos de l'année dernière que vous pouvez visionner. Et puis là encore, de l'année dernière, oui. Voilà, de l'année dernière. Et puis dès le 30 mars, vous pourrez voir les vidéos de cette année. Merci à toutes, mesdames. Merci beaucoup. Merci beaucoup.